Imaginez que vous regardiez un live TikTok tranquillement posé sur votre canapé, un peu comme d'habitude. Une jeune femme dans la vidéo sourit, elle parle à ses abonnés, elle ouvre des colis, elle plaisante même sur le fait qu'on va peut-être l'enlever. Et quelques secondes plus tard, sous les yeux de milliers de personnes, elle s'effondre. Le live continue de tourner, vous venez peut-être d'assister à un meurtre sans vous en rendre compte. Imaginez maintenant une autre scène. Une femme de 29 ans qui se filme, elle aussi, qui parle de son divorce, de la honte, de la violence, de ce qu'elle a vécu. Elle pense se libérer en racontant son histoire. Elle pense que parler, c'est survivre. Et le jour où elle s'apprête à quitter définitivement la ville pour recommencer une nouvelle vie, quelqu'un l'attend derrière sa propre porte d'entrée. Et puis, il y a cette troisième scène. Une jeune femme disparaît après une journée de travail. Plus de messages, plus de réponses, rien. Jusqu'au moment où une caméra de surveillance capte l'impensable. C'est un nouveau grenier des horreurs qu'on ouvre aujourd'hui. 3 histoires, 3 femmes, 3 vidéos qui auraient pu n'être que des moments de vie, mais qui à la place sont devenus les derniers instants avant l'horreur et qui posent toute la même question. À quel moment le danger devient visible ? Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit que trop tard ? Valeria Marquez, live mortel. Valeria Marquez, c'est une mannequin mexicaine de 23 ans élue Miss Rostro Jalisco en 2021. Elle travaille avec des marques locales et participe à quelques shootings photos. Ce sont les réseaux sociaux qui vont la faire connaître au grand public mexicain notamment. Et elle bâtit sa notoriété sur TikTok et Instagram en tant qu'influenceuse. Elle y partage son quotidien, ses routines beauté et la vie autour de son salon de beauté qui s'appelle Blossom. Un salon de beauté qu'elle ouvre en 2024. Elle aime aussi la décoration intérieure, la musique pop latino et les voyages. Elle a près de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Son salon de beauté, justement, marche très bien. Mais il est situé dans une région où les cartels mexicains sévissent et la violence est omniprésente. C'est une jeune femme souriante, Valeria, indépendante. Elle aime entreprendre, elle veut réussir. Vous le comprenez, c'est une jeune femme moderne, bien dans sa peau. Le 13 mai 2025, dans l'après-midi, Valeria se rend à son salon de beauté pour y tourner un live TikTok. Elle le fait régulièrement. Une collaboratrice à elle, qui s'appelle Erika, lui dit en arrivant qu'un livreur est passé un petit peu avant parce qu'il a des colis à lui livrer en main propre. Valeria est assez étonnée. Et ce que lui dit son assistante l'a fait quelque peu flipper. Elle va recevoir 3 colis aujourd'hui, dont un, c'est ce que lui dit Erika, très coûteux. Après, c'est vrai que ce n'est pas rare que Valeria reçoive des cadeaux de ses fans. Elle a pas mal d'admirateurs aussi. Mais pourquoi en main propre ? Pourquoi cette précision ? Valeria essaie de ne pas y penser et dans l'après-midi, elle commence à tourner son live TikTok. Elle est vêtue d'un débardeur couleur fuchsia et d'un collier avec un pendentif. Cette image, vous l'avez sûrement vu passer à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Tout a l'air de bien se passer. Des milliers de personnes d'ailleurs sont connectées. Mais Valeria est inquiète. Elle en fait part d'ailleurs à ses followers. Pourquoi ? Quelqu'un veut lui remettre un colis en main propre. Elle le dit d'ailleurs aux gens qui la regardent. Est-ce qu'ils vont m'enlever ? Est-ce qu'ils vont me tuer ? Elle dit ça avec le sourire. Mais elle reçoit un message d'une amie qui s'appelle Viviane. Cette amie lui dit qu'elle lui a fait un cadeau et qu'elle veut qu'elle l'ouvre en direct. Ça rassure un petit peu Valeria. Elle commence à comprendre que c'est finalement Viviane qui lui a peut-être fait livrer ses colis. C'est une peluche d'un cochon rose et un Starbucks. Valeria respire, souffle. Elle est toute contente de ses cadeaux. Elle explique à ses followers qu'elle va en avoir un 3e, a priori un sac noir avec des étoiles et quelque chose de cher à l'intérieur. Donc, elle doit le recevoir en main propre. C'est ce cadeau qu'elle doit avoir. À un moment donné, pendant le live, elle dit « Bon, je vais maintenant couper, je vais y aller ». Mais Erika, sa collaboratrice, qui a priori est derrière l'écran, c'est ce qu'on comprend, lui dit ceci « Non, tu ne peux pas partir. Il y a un autre cadeau qui arrive, n'oublie pas ». Mais vers 18h30, tout bascule. Une voix s'adresse à Valeria, semble-t-il à l'entrée du salon, lui disant ceci « Tu es Valeria ?» « Oui », va répondre la jeune femme en regardant son interlocuteur d'un air angoissé. Cette séquence est toujours filmée puisqu'elle est en live sur TikTok. Elle coupe le son et quelques secondes plus tard, elle s'effondre. Une balle au niveau de la poitrine touche son pendentif, puis elle reçoit une autre balle et une autre dans la tête. La caméra filme quelques secondes encore avant que le direct
ne s'interrompent, stoppés par une main, a priori celle de son assistante. C'est le choc. En quelques minutes, la vidéo circule. Certains spectateurs pensent d'abord à une mauvaise blague, à une mauvaise plaisanterie. Mais très vite, les autorités confirment la nouvelle. Valeria Marquez a bien été assassinée par 3 coups de feu. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag Justicia para Valeria devient viral. Et rapidement, les spéculations s'emballent. Sur TikTok, YouTube, des dizaines de vidéos analysent ce fameux live. Certains parlent de jalousie, d'un ex-petit ami affilié à un cartel de drogue, d'une dette non réglée peut-être, mais rien de tout cela n'est confirmé. Le parquet appelle à la prudence et rappelle que la diffusion de contenus violents ou diffamants peut nuire à l'enquête. Le parquet ouvre une enquête pour féminicide. 3 coups de feu, le tueur serait arrivé déguisé en livreur, casque sur la tête. Il demande à confirmer l'identité de Valeria, en plus de ça, on l'entend dans la vidéo. Puis il tire devant témoin. Il repart aussitôt à moto avec un complice, apparemment. Aucun suspect n'est arrêté. Des caméras de surveillance sont analysées, mais l'identité du tireur reste inconnue. Les autorités n'excluent aucune hypothèse. A-t-on affaire ici à une affaire personnelle, à des menaces liées à son activité peut-être? A-t-elle un lien avec le crime organisé? N'oublions pas, je le rappelle, que le quartier où s'est installée Valeria est violent. Il y a des fusillades qui ont régulièrement lieu dans les luxueux centres commerciaux du quartier, parce que plus de la moitié du développement immobilier et commercial de la région est lié au blanchiment de l'argent du trafic de drogue. La question que vont beaucoup se poser les internautes est la suivante. Erika, la collaboratrice, était-elle dans le coup? N'oublions pas que c'est elle qui a demandé à Valeria de rester. Son amie Viviane, qui lui a envoyé les cadeaux en direct, est-ce qu'elle est complice aussi? Valeria et Viviane tournaient beaucoup de vidéos ensemble, des vidéos TikTok. Ou alors, est-ce un simple hasard? Est-ce un coup monté? Viviane et Erika ne sont que des victimes, elles aussi. Beaucoup d'internautes, encore une fois, pensent que c'est Erika qui est complice de ça. Preuve en est, elle n'a pas été blessée. Elle a éteint le live. Pourquoi? Les gens se questionnent. Si une personne se fait tirer dessus en face de vous, la première chose à laquelle vous pensez, c'est pas forcément de couper le live. C'est d'aller porter secours à cette personne. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que possiblement, vous n'avez pas envie de choquer. Donc la première réaction peut-être, c'est hop, de couper. De plus, une soi-disant témoin dit avoir vu Erika tirer sur Valeria. Mais l'avocat d'Erika continue d'expliquer que sa cliente n'est pas impliquée. Et si elle a éteint le live, c'est tout simplement par respect pour Valeria. Autre piste évoquée, l'ex de Valeria. Il était dans un cartel de drogue, il a mal pris le fait qu'Erika le quitte alors que ils étaient au début de leur relation. Même si certains followers disent que Valeria avait peur de son ex, les autorités n'ont jamais reçu de demande de protection ni d'accusation. Elle n'a jamais porté plainte. D'autres disent qu'elle aurait assisté à un meurtre et qu'on a voulu la faire taire. En hommage à Valeria, des fleurs, des cadeaux sont déposés régulièrement devant son salon de beauté. Un bouquet particulièrement est bizarre. C'est un bouquet de roses rouges avec écrit dessus juste ce mot, pardon. Qui a fait ça? Est-ce le tueur? Le commanditaire du meurtre? Quelqu'un qui savait ce qui se tramait? L'enquête est au ralenti, elle n'avance pas beaucoup, je cite en raison de la résistance de certaines personnes clés à témoigner. Mais un nouveau témoignage pourrait faire avancer cette enquête justement. Un témoignage qui est arrivé il y a quelques semaines. C'est le journaliste argentin Javier Seriani dans son émission YouTube qui a été diffusée le 31 octobre 2025 qui rapporte le témoignage d'une femme proche de la famille paternelle de Valeria, dont l'identité bien sûr est protégée. Selon la source, la famille de Valeria soupçonne Armando, l'oncle de Valeria. La famille le soupçonne d'être lié à ce meurtre. Armando bosse avec Valeria. Il a d'ailleurs fondé le salon avec elle. Et alors qu'il est quasiment tous les jours avec Valeria, dans ce salon, le jour du meurtre, comme par hasard, il était absent. Coïncidence? 2 jours seulement après le meurtre, Armando est parti en voyage, en faisant grandir les soupçons dans la famille. D'après la source, la tante de Valeria aurait dit aux parents endeuillés d'arrêter l'enquête. Est-ce que la tante sait quelque chose? Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous ne savons pas si Armando est considéré comme suspect pour la police. Dans tous les cas, l'affaire Valeria Marquez s'inscrit dans une réalité glaçante. Le Mexique est l'un des pays les plus meurtriers pour les femmes. Sania Khan, le prix du courage.
Le 21 juillet devait être le jour où Sania Khan, 29 ans, quittait Chicago et une relation toxique pour commencer un nouveau chapitre en solo dans sa ville natale de Chattanooga. Mais ce jour-là, elle rentre chez elle dans le Tennessee, dans un cercueil. Née en 1993 à Chattanooga, dans le Tennessee, Sania est fille de parents pakistanais et de confession musulmane. Diplômée en psychologie et études de genre à l'université du Tennessee Chattanooga, elle se distingue par sa créativité et sa bienveillance. C'est une femme joyeuse, elle adore la photographie, surtout les photos de mariage, les photos de bébés. D'après une amie proche, elle a un don pour mettre les gens à l'aise devant l'objectif. Après avoir travaillé comme assistante sociale, elle est devenue hôtesse de l'air pour, je cite, c'est elle qui le disait, subvenir à ses besoins. C'est après ça qu'elle a finalement poursuivi sa passion pour la photographie à plein temps. Sur son site professionnel d'ailleurs, elle écrit que son travail consiste à capturer, je cite, les moments les plus précieux de la vie. Voici ce qu'elle dit dans sa biographie Instagram. « J'aide les gens à tomber amoureux d'eux-mêmes et des autres devant la caméra. » Concernant sa vie personnelle, Sania fréquente depuis 2016, elle avait 23 ans au moment où elle l'a rencontré, Rahil Ahmad. Il a 8 ans de plus qu'elle. Il fait des études de médecine et les deux jeunes gens se marient en juin 2021, après 5 ans de relation, dont une longue période de relation à distance. C'est un mariage somptueux. Il s'installe à Chicago où Sania continue en tant que photographe. Les proches de Sania évoquent une union fabuleuse, en tout cas de l'extérieur, parce qu'elle est fondée sur des mensonges et de la manipulation. En effet, Rahil Ahmad souffre de problèmes de santé mentale non traités. Le couple a principalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, eu une relation à distance avant de se marier, ce qui, selon ses amis, selon les amis de Sania, a probablement masqué l'étendue de leur incompatibilité. Le mariage n'est pas tout rose. Sania n'est pas heureuse. Son mari lui met la pression. Il a des crises de violence. Il contrôle ce qu'elle porte, contrôle qui elle voit. Sania en parle évidemment à ses proches, à ses copines. Quand on lui conseille de le quitter, elle dit ceci. Mais que diront les gens ? Et c'est malheureusement une réalité dans de nombreuses communautés. Et surtout en Asie, les femmes sud-asiatiques disent souvent ressentir la pression de rester dans des relations malsaines pour sauver les apparences. Et Sania, c'est une fille de parents divorcés. Elle a vécu ça, elle a connu ça. Elle a vu sa maman souffrir du regard des autres. Elle a vu sa maman avoir honte de cette situation. Mais en décembre 2021, Sania se sent en danger, de plus en plus, avec son mari. Lors d'un nouvel épisode de crise, le 7 décembre, il va essayer de se jeter par-dessus la fenêtre avec elle. Mais Sania, avec l'aide de sa mère, qui est d'ailleurs présente ce jour-là, arrive à l'en empêcher. Rahil est hospitalisé, il est diagnostiqué bipolaire, mais à la sortie de l'hôpital, il refuse de se soigner. C'en est trop pour Sania. Elle décide de dire stop, de dénoncer ses pratiques. Elle dépose une demande de divorce, elle change les serrures de leur appartement et obtient une ordonnance de protection. Elle reste à Chicago, tandis que son mari, lui, déménage en Géorgie. Il y a cette distance qui se met en place, et tant mieux. Sania vit mal cependant cette situation et elle décide d'utiliser TikTok comme un échappatoire. Elle commence à publier des vidéos où elle parle librement et ouvertement de la stigmatisation du divorce dans les communautés sud-asiatiques et musulmanes et du manque de soutien émotionnel. Sous le pseudo Gemini Girl 099, elle évoque le sentiment de honte, les difficultés liées au divorce, les relations toxiques. Assez rapidement, elle va trouver un public, dépasser les 20 000 abonnés sur l'application, et à chaque publication, elle trouve un certain réconfort, une certaine force, même si, il faut bien le dire, elle reçoit des réactions négatives pour avoir annoncé l'échec de son mariage, mais ça, elle s'y attendait. Voici par exemple ce qu'elle écrit en dessous l'une de ses vidéos. Vivre un divorce en tant que femme sud-asiatique donne parfois l'impression d'échouer dans la vie. La façon dont la communauté vous étiquette, le manque de soutien émotionnel que vous recevez et la pression de rester avec quelqu'un parce que « qu'est-ce que les gens vont dire ?» isole. Il est plus difficile pour les femmes de quitter des mariages dans lesquels elles n'auraient pas dû être au départ. Dans un autre post montrant un nouveau tatouage, les chiffres romains pour le chiffre 28, elle déclare que 28 ans, c'est l'âge où elle s'est mariée, a demandé le divorce et a failli mourir. D'autres messages signalent un manque de soutien de la part de sa famille face à ses choix de vie. En parallèle, la procédure avance, le divorce doit être finalisé en août 2022. Sania est heureuse, elle a décidé de changer de vie. Elle prépare son déménagement pour Chattanooga, vous savez, là où elle est née. Le déménagement est d'ailleurs prévu pour le 21 juillet. Mais c'est là que le drame se produit. Rahil Ahmad ne supporte pas la séparation.
Il veut sauver son couple. Il décide de venir à Chicago voir Sania courant juillet. Il veut absolument sauver son mariage. Il n'avertit personne, il quitte la Géorgie. 9 heures de route plus tard, il arrive à Chicago. Le lundi 18 juillet, ses parents, inquiets de ne pas avoir de nouvelles et sachant l'état dépressif de leur fils, signalent sa disparition à la police et donnent l'adresse de son ex-femme, Sania. La police de Chicago, alertée, débarque donc au logement de Sania, qu'elle doit quitter, au bâtiment du bloc 200, d'East Ohio Street, vers 16h30. Lorsque les agents frappent à la porte, ils entendent un seul coup de feu et un gémissement. Ils entrent et là, c'est l'horreur. Sania Khan est inconsciente près de la porte, avec une blessure par balle à l'arrière de la tête et du sang sur le visage, du sang qui a déjà séché. Rahil Ahmad est retrouvé dans une chambre de l'appartement. Il s'est mis une balle dans la tête. Il tient une arme de poing de 9 mm et il y a une lettre de qui est trouvée près de lui. Sania Khan est déclarée morte sur les lieux. Rahil est emmené à l'hôpital, mais il va décéder. Une enquête a lieu, elle est rapide cette enquête. L'ex-mari de Sania s'est rendu dans l'immeuble de Sania sous le faux prétexte qu'il voulait voir un appartement à louer. Une vidéo de surveillance de l'immeuble le montre d'ailleurs passer la sécurité sans montrer d'identification et entrer dans une zone sécurisée. Rahil Ahmad porte un sac à dos qu'il utilise pour cacher l'arme et il porte également un sac à vêtements avec la robe de mariée de Sania à l'intérieur. Rahil visite 2 appartements avant de dire à l'agent de location qu'il a terminé. Il a prétexté rendre visite à des amis pour se rendre au 28e étage, toujours sans surveillance ni contrôle. Normalement, il n'a pas le droit d'approcher Sania, donc il n'aurait jamais dû rentrer dans son immeuble. Elle l'avait inscrit sur la liste des personnes non autorisées. Mais aucune vérification n'a été faite. D'après la police, il a réussi à rentrer dans l'appartement en ouvrant la porte à coups de pied, comme en témoigne sa blessure au visage. La mère de Sania a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre l'immeuble où vivait sa fille. Le meurtre-suicide macabre est le dernier chapitre tragique de la vie de Sania. L'émotion est collective, évidemment les hommages se multiplient, saluant le courage de cette jeune femme. Sania n'est pas qu'une victime, elle est devenue symbole. Elle nous pousse à questionner les normes, à écouter les voix isolées, à agir. À la suite de ça, des groupes de réflexion vont se constituer sur le thème de la stigmatisation du divorce, l'importance de la prise de parole et des structures de soutien, et notamment dans les communautés sud-asiatiques où cette affaire relance le débat sur la honte, sur le divorce, sur la violence conjugale. Il y a également un fonds de bourse qui est créé en son honneur, la Sania Khan Memorial Scholarship, pour encourager les étudiantes en art à l'université du Tennessee Chattanooga. Pour finir avec cette histoire, on pourrait dire que la violence conjugale est un véritable fléau et nous sommes tous concernés. Ce n'est pas juste un problème personnel à régler en privé entre la victime et son agresseur, c'est un problème social profondément ancré que les sociétés, notamment celles qui privilégient une vision patriarcale, perpétuent et tentent malheureusement de cacher. Lorena Morales, l'employée disparue. Lorena Jacqueline Morales Valencia, 28 ans. C'est une jeune femme sans histoire, discrète, gentille, aimée par beaucoup de monde. Elle travaille dans une épicerie de León, dans l'état de Guanajuato, au Mexique. Le 22 mai 2025, alors qu'elle est partie travailler comme tous les jours, elle ne répond plus à ses appels, ne revient pas chez elle en fin de journée. Et ses proches, évidemment, s'inquiètent, ce n'est pas son genre. Quelque chose cloche forcément, évidemment. Sa famille signale sa disparition. La dernière fois que la jeune femme a été vue, elle portait un t-shirt blanc, un jean bleu, un sweatshirt et des chaussures de tennis grises. La police déclenche un protocole pour les femmes disparues. C'est un fait malheureusement très fréquent au Mexique. Les jours passent, aucune nouvelle. La famille et les proches sont de plus en plus inquiets et ils commencent à suspecter quelqu'un. L'ancien patron de Lorena. Il y a quelques mois, elle travaillait dans une entreprise de restauration rapide avec comme patron un certain Juan Antonio N. Cet homme était toxique. D'après la jeune femme, son supérieur donc la harcelait et la suivait régulièrement. Il était obsédé par elle. Malheureusement, ils habitent dans le même complexe d'appartements. Coup de théâtre dans cette affaire. Quelques jours plus tard, des images circulent sur les réseaux sociaux. La famille a récupéré des images de vidéosurveillance et les a diffusées. C'est une vidéo de surveillance d'un complexe d'habitation du quartier de Valle del Campestre qui a capté
une image, donc celle de Juan Antonio, le patron de Lorena, transportant un objet volumineux enveloppé dans une couverture. Et malheureusement, ça ressemble à un corps. Les images sont datées du 22 mai à 9h du matin. Plus tard, à 18h02 le même jour, une autre caméra filme l'homme, ce coup-ci en train de porter une grosse valise apparemment lourde dans les escaliers d'un immeuble. Et cette valise, il la charge dans une voiture. Et là, évidemment, les spéculations commencent. Ce serait pas Lorena dans la valise? La pression publique s'intensifie sur ces images. La famille est convaincue que Juan Antonio est coupable. Après la diffusion des 2 enregistrements que vous avez vus, la famille de Lorena est allée directement se confronter à lui, mais lui a signalé au numéro des urgences qu'il était harcelé et qu'il se sentait menacé. Sous cette pression impulsée par la famille, le 3 juin, les autorités arrêtent donc Juan Antonio. Il est suspecté de meurtre et il va avouer rapidement. Il avoue où il a laissé le corps de la victime, de sorte que quelques heures plus tard, la police confirme la découverte du corps de Lorena Morales dans un terrain vague de la municipalité de San Felipe. Elle a été retrouvée à l'intérieur d'une valise, abandonnée, dans un lieu isolé. À la suite de ça, les réseaux sociaux s'enflamment littéralement. Des marches sont organisées, il y a beaucoup de monde. Le nom de Lorena s'ajoute à une longue liste de victimes de féminicide au Mexique. Vous savez que c'est un fléau, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Le gouverneur de Guanajuato, d'ailleurs, annonce que cette affaire sera poursuivie comme féminicide.